Et coucou la compagnie, une petite intro classique et vous l'avez noté, je suis à droite parce que j'ai quelques annonces à faire concernant le Festival de Cannes, le Festival international des jeux, autrement appelé le FIJ, qui aura lieu du vendredi 28 février jusqu'au 2 mars. Il s'agit donc d'un gros festival de jeux de cartes, de jeux de plateau, de jeux de société en général, aussi de jeux de rôle, de jeux de figurines, bref, de tous les jeux sauf peut-être les jeux vidéo. Et pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai un planning assez chargé qui peut vous intéresser par rapport à cet événement. Premièrement, le vendredi 28 février, donc l'ouverture au public, à partir de 17 h sur le stand Ravensburger, je serai présent afin de faire des packs, des rush packs. Donc des parties avec 2 boosters, mais il y a une particularité, c'est que je vais pouvoir faire jouer 3 personnes. Ces 3 personnes seront choisies via 3 concours. Il y aura un concours sur cette vidéo, un concours sur mon Discord et un troisième concours lors du live Twitch le mardi méta de ce mardi 25 février. Je vous raconterai comment ça marche pour les deux autres. Le concours pour cette vidéo est très simple. Sous cette vidéo, commentez avec la carte bicolore qui vous donne le plus envie sur le 7-7 et je ferai une sélection des différents concours lors de mon live du mardi méta le mardi 25 février. Comment ça marche une fois que vous êtes sélectionné? Si vous gagnez le concours, et bien à partir de 17 h, donc sur le stand Ravensburger qui aura lieu au FIJ, vous venez me rejoindre, on va pouvoir avoir 2 boosters du 7-7 en avance, en avant-première, et on va pouvoir faire un petit pack rush avec donc des parties avec 2 boosters seulement, et à la suite de ça, eh bien on repartira chacun avec les boosters qu'on aura ouverts durant ce pack rush. Ça va être très très sympa, et ça permet d'avoir des cartes en avant-première mondiale, donc ça peut être vraiment cool. N'hésitez pas à participer si vous venez au FIJ, et si vous voulez faire les 3 concours et que vous gagnez les 3 concours, et ben let's go, félicitations à vous, vous serez présent les 3 fois. En dehors de ça, pour les autres choses qui sont intéressantes par rapport à Cannes, donc le vendredi après-midi, il y a ça, mais le vendredi soir, je serai présent durant les nuits du off avec mon prototype Elementer. Si vous êtes curieux de savoir ce que vaut le jeu sur lequel je travaille depuis un certain temps maintenant et que je cherche à éditer, n'hésitez pas à venir, il y aura une table de libre avec jusqu'à 4 joueurs, vu que c'est un jeu qui joue jusqu'à 4, et donc je serai ravi de vous le faire tester toute la nuit, ça va être très très cool, j'ai hâte de pouvoir le montrer à la communauté ou aux autres gens qui seront présents sur place. Pour vous donner une petite idée, Elementer est un jeu de deck building dans lequel les joueurs vont devoir s'affronter les uns les autres avec la particularité numéro 1 que vous pouvez attaquer que le joueur à votre gauche. Donc vous avez une cible toute désignée mais aussi un agresseur toute désigné à votre droite. Mais en plus de ça, on est sur un jeu de deck building où la ressource principale sont des dés à 6 faces classiques qui vous serviront à faire plein d'actions, entre autres acheter des cartes et jouer des cartes. C'est un jeu très très sympa avec beaucoup de synergie entre les cartes, c'est assez simple d'y jouer, j'ai fait jouer des enfants de 9 à 13 ans dessus, il n'y a aucun problème. Si vous avez un tout petit peu l'habitude du jeu de cartes ou du jeu de plateau, il n'y aura aucun souci, n'hésitez pas à venir le vendredi. Et pour finir, la grosse annonce, le samedi 1er mars, il y a donc sur le FIJ 2 tournois. Le matin, il y a un tournoi de scellé en 2v2 et l'après-midi, un tournoi de scellé en 1v1. Eh bien, je peux vous annoncer que je serai au cast de ces 2 tournoi à l'aide de Tsubasa, notre ami Tsubasa de la Mulligan Web TV qui sera présent avec moi pour caster les 2 tournois et aussi à l'aide de Astien de la production 100B, la prod 100B qui sera présent en régie. Donc on va avoir une bonne qualité, on pourra vous faire des trucs très sympathiques. La mise en place va être rush parce qu'on aura très peu de temps, mais on va vous donner le maximum pour vous caster ces 2 événements. Le matin sur la chaîne Disney Lorcana FR, comme pour les événements internationaux, et l'après-midi sur ma propre chaîne Twitch, car la chaîne sera occupée pour un autre événement, vous en saurez plus incessamment sous peu. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça, ça sera un peu le chant du cygne du 7-6, ça va être très cool de voir les games et de voir ce que des gens expérimentés sur le jeu peuvent faire avec du scellé en 7-6. Et du coup, on se dit à très vite au Festival international des jeux. N'oubliez pas en commentaire sur cette vidéo si vous voulez participer au pack rush le vendredi après-midi. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui une grosse vidéo je pense parce qu'on a un paquet de cartes à voir ensemble. Je vais tout simplement vous parler de toutes les cartes bicolores qui ont été révélées. La dernière a été révélée justement pile à temps pour que je puisse tourner cette vidéo. Et donc je vais pouvoir vous parler des cartes bicolores pour les 15 archétypes, les 15 bicolorités du jeu, ça va être très très cool. Ce que je vais faire, c'est que pour chaque bicolorité, donc par exemple pour les decks ambre améthyste pour commencer, eh bien je vous montrerai les cartes en question et on en parlera comme ça. Je vais pas forcément faire du montage en termes d'affichage de cartes en plus parce que déjà en montage cette vidéo va me demander beaucoup de travail vu que je dois vous montrer toutes les cartes, les couleurs d'encre, etc. Il y aura beaucoup de choses à dire, il y a des cartes sur lesquelles on passera un peu rapidement parce qu'elles n'ont pas grand chose à dire, mais il y a pas mal de cartes pour lesquelles on aura beaucoup de choses à raconter.
On commence donc avec Ambre Améthyste, la fameuse couleur un peu du rush, qui reçoit un gros paquet de cartes qui vont aider les familles madrigales, ou plutôt les decks madrigales. Est-ce qu'on dit un madrigal et donc des madrigaux? Est-ce qu'on dit un deck madrigal et donc des decks madrigaux? Je ne sais pas, le français n'est pas assez précis pour ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a 3 nouvelles cartes directement liées à tout ça. On va commencer avec la carte en haut à droite qui est Mirabelle Madrigal, rêveuse pleine d'espoir. Pour 3, 1, 3, 1 de l'or, insaisissable Mélomane 5. Donc au tour 3, vous avez votre Mélomane 5, un peu comme une Ariel. Sauf que là, elle est insaisissable, donc elle est très embêtante à aller chercher si vous n'avez pas de gestion directe. Vous pouvez l'envoyer chanter et, a priori, à moins que l'adversaire ait une gestion directe, elle pourra chanter les tours d'après. Ce qui est pas mal par rapport à Ariel, évidemment le défaut c'est qu'il va pas chercher la chanson directement, mais l'autre avantage c'est qu'elle a des alters intéressants et surtout qu'elle a le trait madrigal. A côté de ça, justement, on a directement l'alter qui arrive très peu de tours après, donc c'est idéal. Justement, vous jouez madrigal à 3, puis vous mettez l'alter d'en dessous qui est alter 4, justement. Pour 6, une 2-6 de l'or, avec la capacité qu'une fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte chanson coûtant 3 ou moins de votre défausse dans votre main. Donc Mirabelle Madrigal, quand elle part à l'aventure, elle peut ramener très facilement des Partir là-bas ou des Mes amis de l'au-delà, afin de pouvoir les chanter derrière et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vraiment très intéressant ce gros archétype madrigal qui est renforcé par des chansons. Et en plus de ça, on a justement une chanson, la famille madrigal, littéralement. Chanson pour 5 en crabe, ce qui est très intéressant. On regarde les 5 premières cartes de notre pioche et on révèle jusqu'à un personnage madrigal et une chanson parmi elles. Et on les met dans notre main, on place les autres cartes sur notre pioche. Ah oui, en plus, sur notre pioche, dans notre choix. Donc on sait les prochaines pioches qu'on va avoir. Donc non seulement en chantant ça, on a 2 cartes en main, un madrigal et une chanson. Donc sûrement des Mirabelles ou des choses comme ça qui peuvent être assez intéressantes. Je rappelle, c'est une chanson à 5 et qu'on a une nouvelle Mirabelle qui chante à 5, donc c'est très très cool. Mais en plus de ça, les autres cartes que vous mettez sur la pioche, vous savez ce que c'est, vous savez l'ordre dans lequel elles arrivent, ce qui évidemment est très très intéressant. Donc clairement, l'archétype madrigal qui est grandement renforcé avec tout ça. Maintenant, il va falloir trouver les bonnes cartes et les bonnes choses qui iront à côté pour que ça colle bien. On a des madrigals en violet, on a des madrigals en jaune, donc on a clairement de quoi faire un full truc madrigal avec la mamie madrigal Alma qui pourra chercher les personnages madrigal que vous voulez. Bref, on commence à avoir un bon paquet de choses qui commencent à faire de la gestion autour de ce thème. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment de quoi gérer les adversaires? Toujours pas. En violet jaune, c'est un peu le problème. Et donc, est-ce que le deck arrivera à faire des points assez vite? Est-ce qu'il aura assez de résilience? Oui, mais est-ce qu'il ira assez vite ou est-ce qu'il aura assez de gestion? Ça, c'est une autre chose. A côté de ça, on a un petit Pascal pour 4 non ancrables, 3-3, 3 de l'or insaisissable. C'est quand même des stats vraiment très très bonnes. Dans le sens que pour seulement le 4, vous avez votre 3-3 avec 3 de l'or. Le problème, c'est que à 3 de vie, il peut se faire gérer très facilement à ce moment-là de la partie par un paquet de choses qui mettent 3 dégâts, que ce soit les fracassés, que ce soit les plus ardents que le feu des volcans, etc. Avec 3 d'attaque, il esquive pas les médusas, ou alors il esquive pas un paquet de choses s'il y a des blocs de glace en face. Donc Pascal, j'ai plus de mal à le voir être joué. Il est très très bon, attention. Pas non plus enlever ça, mais le vrai problème c'est son non-ancrable. S'il était ancrable, franchement il aurait été grave jouable. Là en non-ancrable, t'es obligé de le jouer, et s'il se fait gérer instant, bah tu profites pas forcément de ces 3 de l'or, ce qui est un petit peu dommage. On enchaîne avec les cartes des decks Ambre Ruby. Ambre Ruby, le mot d'ordre est très simple, c'est les pilotes. Donc clairement, on va avoir des cartes qui vont tourner autour de l'univers de Ralph et plus précisément des différents pilotes qu'il y a dedans. On va commencer tout de suite avec la carte qui, à mes yeux, est sûrement l'une des plus intéressantes de ce duo de couleurs. Sa sucrerie pour 4 non ancrables 2-2 de l'or. Chaque fois que l'un de vos autres pilotes est banni, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le bannit. Vous mettez vos pilotes en jeu, vous les mettez sur les pistes de course de Sugar Rush, vous les mettez juste à l'aventure, vous les envoyez à l'aventure, etc. Et si l'adversaire les gère, eh ben vous allez lui bannir des personnages en plus. Ça me paraît plutôt pas mal comme archétype, justement, pour faire un peu de gestion. En plus, il a 2 de l'or, il peut faire des trucs intéressants à côté. Certes, il a des stats assez basses, mais tant qu'il est redressé, bah écoutez, ça peut être un vrai problème pour vos adversaires s'il veut gérer vos pilotes. À côté de ça, vous avez Kaloun. Avec un Alter 4, on a vu qu'il y avait une Kaloun à 3 récemment en jaune qui venait d'être sortie, dont l'effet n'est pas si intéressant, mais donc on pourra l'alter au tour 4 tranquillement. 5-5 de l'or. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte pilote de votre défausse dans votre main. Donc si vous faites des défis, si vous faites des challenges, vous pouvez envoyer des pilotes de vos défausses dans votre main. Donc justement, vous les rejouez derrière et tant que vous avez sa sucrerie, et ben les pilotes ils pourront partir à l'aventure sans être trop inquiétés. Ou alors l'adversaire devra bannir des personnages, ce qui sera évidemment très embêtant pour lui. Et justement,
En petit truc encore à côté, on a Félix Fix Junior pour 5 4-4 de l'or, des stats encore une fois ok au vu de la capacité. Chaque fois que vous renvoyez une carte pilote de votre défausse dans votre main, vous pouvez choisir un pilote et le redresser. Et ensuite il peut être envoyé à l'avant. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure jusqu'au reste de ce tour. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, vous avez pas mal de moyens de remonter des cartes pilotes dans votre main parce que vous avez la nouvelle Kaloun, mais vous avez aussi du jaune. Et le jaune, on a un paquet de moyens de remonter des personnages de la défausse dans notre main. Avec ça, vous pouvez redresser vos pilotes et les renvoyer attaquer, les faire chanter, bref, faire un paquet de choses, ou juste les garder debout. Typiquement, vous pouvez incliner Sasukuri pour faire 2 de l'or, et derrière, le redresser, comme ça, il est tranquille et sa capacité continuera à fonctionner. Donc, c'est pas inintéressant, en vrai, mais je demande à voir. Je sais que rouge-jaune, il y a déjà un peu l'archétype avec la piste de Sugarush où vous mettez ta Fita crème brûlée, vous la mettez sur la piste de Sugarush et vous faites beaucoup de points et vous piochez beaucoup de cartes. Donc ça peut être très sympa de pouvoir la récupérer. On peut pas récupérer les Sugarush malheureusement, mais on peut récupérer au moins ta Fita et faire des choses derrière et en profiter, voilà, avec Sasukuri pour faire bannir des personnages adverses, etc. Il y a pas mal de choses à faire en vrai. À côté de ça, on a une Wendy Darling, 5-7 de l'or pour 7 insaisissable, donc très embêtant à gérer quand même, 5-7 insaisissable. Elle traîne Maui Requin, c'est déjà ça. Et à chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage, lui retirer tous ses dommages. Alors, évidemment, dit comme ça a l'air sympa, mais le problème c'est que déjà, il faut que vos autres personnages soient bannis. Donc pas elle-même, donc déjà c'est embêtant, donc ça met beaucoup de temps à rentrer en jeu. Et encore une fois, le soin dans l'arcana c'est pas si fort que ça s'il n'y a pas une autre capacité à côté. Et là en jaune-rouge on n'aura pas les effets un peu cool du genre du grand Pabi ou des trucs comme ça. Donc là tel quel, ça me vend pas du rêve la Wendy Darling, l'image est vraiment très très cool. De manière générale, de toute façon je vais le dire maintenant, mais les illustrations de ce set sont vraiment très très belles. Mais malheureusement cette Wendy Darling ne me vend pas du rêve. On enchaîne avec Ambre Émeraude qui avait un deck un peu bizarre à base de chansons et à base de muses, à base de je te remonte tout dans ta main à l'infini. Ici, on a un archétype un peu différent parce qu'ils veulent pousser le rush et ils veulent pousser surtout le fait que, bah voilà, en Ambre Émeraude, on a le moyen d'avoir beaucoup de personnages peu chers, très efficaces pour faire du lore. Et tout ce qui nous manque, c'est un petit peu de pioche, un petit peu de résilience, ça tombe bien, on en a maintenant. Premièrement, dans l'archétype résilience, c'est sûrement la meilleure carte, encore une fois à mes yeux, de ce duo de couleurs. Pour 5 non ancrables, Lady en bas à droite, donc 4-4 de l'or avec un alter 3 et on a des Lady moins chers sur lesquels on peut alter. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez envoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. C'est de la pioche sélective, la récupérer la défausse. Et ces 2 cartes, rendez-vous compte, déjà le perso c'est une 4-4 avec 2 de l'or. On peut la jouer à alter 3, ce qui déjà est vachement efficace. Et c'est quand vous jouez ce personnage, donc c'est instantané. C'est vraiment très très cool, et d'ailleurs elle peut juste partir à l'aventure, faire des trucs, faire des points. Avec son 4-4 elle peut commencer à aller peut-être titiller quelques personnages un peu embêtants. Bref, super efficace comme personnage parce que d'ailleurs vous allez pouvoir rejouer peut-être 2 personnages très rapidement. J'aime vraiment beaucoup cette carte. A côté de ça, le seul défaut entre guillemets c'est que si vous la jouez en alter 3, vous n'aurez pas directement 2 personnages à récupérer parce que vous aurez joué une Lady a priori, à moins que vous ayez fait une Lady à 1T1, je sais pas si ça existe, puis 2 personnages à 1 au T2 et côté 3, ils ont été gérés et du coup vous les récupérez. Bref, c'est pas si simple que ça de faire l'alter de manière aussitôt. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un deck rush qui joue beaucoup de personnages à 1 et à 2, bah en fait au tour 5, il commence à plus avoir grand chose en main. Et bah là, vous récupérez des cartes en main, vous récupérez des Tritons, vous récupérez des Lilo, vous récupérez plein de personnages à 2 de l'or et du coup c'est vachement cool. On enchaîne avec Peg dans l'archétype, il faut avoir beaucoup de personnages en jeu. Peg naît pour la scène pour 3, 2, 4, 1 de l'or. Elle s'incline et si vous avez au moins 3 autres personnages en jeu, vous piochez une carte. C'est à la base un peu intéressant d'avoir de la pioche dans cet archétype là qui en manque cruellement. Le gros défaut c'est que premièrement elle s'incline, donc faut attendre un tour. Faut qu'ensuite si on veut en profiter un peu plus, bah qu'elle reste en jeu. Et donc on puisse s'en resservir, sauf qu'avec 2-4 c'est pas des stats folles pour rester en jeu. Et surtout il faut avoir au moins 3 autres personnages en jeu. Genre vous commencez votre tour 4 avec 4 personnages en jeu. C'est pas si simple, ça se fait mais c'est pas si simple. Et surtout ça veut dire que vos personnages vous avez rien fait avec, sinon ils ont été gérés et du coup Peg sert à rien. Je pense que ça va être compliqué de jouer Peg de manière si optimale que ça. Après si jamais on a des moyens très très simples de récupérer des personnages à la défausse pour pouvoir derrière les rejouer, peut-être qu'on va réussir à jouer d'un coup plein de personnages à 1 et pouvoir piocher avec Peg. Là tel quel en tout cas, j'ai un peu de doute. Et dernier personnage qui rentre un peu dans cette mécanique directe, c'est le Clochard pour 7 ancrable, on a une 2-6 de l'or. Premièrement, il coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez en jeu, donc encore une fois, vous pouvez le jouer pour vraiment pas cher si vous floudez le board de petits personnages à 1 et à 2 avec de l'or par exemple.
Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre personnage que vous avez en jeu, ensuite défausser autant de cartes que vous en avez pioché. L'idée c'est que vous pouvez remanier votre main en fonction de ce que vous avez pioché et ensuite ce que vous défaussez. Donc pas inintéressant, d'autant plus que vous défaussez beaucoup de cartes, donc derrière vous mettez peut-être beaucoup de cartes, à 1 ou 2 dans votre défausse, et donc Lady peut aller les récupérer. Beaucoup de choses à voir de ce côté-là, je suis assez curieux de voir dans quel sens ça va aller. La dernière carte qui est pas forcément super intéressante, c'est Perla pour 3 ancrables, une 3-2-1 de l'or, insaisissable, soutien. Le soutien n'est pas inintéressant parce qu'en vert il n'y en a pas, donc là d'avoir une carte jaune-verte qui a du soutien, bon, on peut en avoir en jaune dans tous les cas. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elle est insaisissable et donc du coup son boost de force, elle va être plutôt sereine, dans le sens que elle va pouvoir s'incliner pour partir à l'aventure, faire que 1 certes, mais donner 3 de force à d'autres personnages. Et mine de rien, en émeraude, on a quelques personnages qui ont des avantages avec la force. Je pense par exemple au patibulaire qui gagne de la qui gagne du lore quand il atteint un certain montant de force, des choses comme ça. Donc peut-être des choses à faire de ce côté-là, j'en suis pas ultra convaincu en tout cas. On enchaîne avec Ambre Saphir, avec des cartes très intéressantes parce qu'on va avoir pas mal de cartes qui vont renforcer un nouveau type de deck qui est le deck Puppy, autrement appelé le deck Chiot, parce qu'on va avoir pas mal de nouveaux chiots et pas mal de cartes qui vont aider les chiots. On commence justement avec Ouragan en bas à gauche pour 5 ancrables, 3-7, 2 de l'or, alter de chiot. On peut l'alter sur n'importe quel chiot, ce qui est très intéressant parce que des chiots, on en a un paquet. Bon, évidemment, les dalmatiens qu'on peut jouer en 99 exemplaires, mais en dehors de ça, on a d'autres dalmatiens, mais qui sont nommés, qui sont très intéressants. Et mine de rien, alter de chiot à 3, ça veut dire qu'au tour 3, on peut avoir une 3-7, 2 de l'or rempart, ce qui est pas déconnant du tout, en vrai. Et donc, Ouragan, plutôt pas mal. Il permet de rentabiliser vos chiots, vous avez joué facilement précédemment, en les rendant beaucoup plus robustes et efficaces pour pas cher. Et du coup, c'est plutôt ok. Dans l'archétype chiot, on a évidemment Perdita pour 4 ancrables, 1-4, 2 de l'or. Chaque fois ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage chiot que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Donc justement pour jouer vos petits dalmatiens pas chers, ça permet de gagner beaucoup de tempo. Et surtout vos personnages chiots gagnent hors d'atteinte. Et du coup, ils sont pas facilement gérables. Donc si vous avez un paquet de chiots qui sont forts, vous pouvez commencer à les poser sur la table, leur donner hors d'atteinte, ça devient très intéressant quand même. Et pour finir sur l'archétype Pongo, pour 6 ancrables, 5-5 de l'or. Au début de votre tour, vous regardez les cartes dans votre réserve d'encre. Et vous pouvez jouer gratuitement un personnage chiot qui s'y trouve, donc vos chiots qui sont ancrables que vous avez mis dans l'encre en début de partie. Plus tard dans la partie, vous pouvez les ressortir de l'encre, comme ça vous mettez d'autres cartes en encre potentiellement, et que vous êtes tranquille, vous récupérez vos cartes, vous jouez des petits chiots en plus, qui vont gagner hors d'atteinte avec Perdita, qui pourront être altérés avec Ouragan, bref, pas mal de choses très intéressantes. Et pour une fois, la carte qui rentre pas directement dans l'archétype est pas mal. Restituez le cœur en haut à gauche pour 1. Choisissez un personnage ou un lieu, retirez-lui jusqu'à 3 dommages, et piochez une carte. Déjà, on en a déjà beaucoup parlé, mais les cartes qui pour 1 piochent une carte sont des cartes très intéressantes. Il y a des gens qui jouent improvisé dans leur deck, je rappelle en vert, pour 1 vous mettez plus 1 d'attaque à un personnage et vous piochez une carte, juste pour jouer en 56 cartes, parce que pour seulement 1 vous piochez, donc vous creusez votre deck, donc les cartes importantes vous les avez plus facilement. Ici on a une carte qui est très efficace avec ça. Parce que choisir un personnage ou un lieu lui retire jusqu'à 3 dommages, déjà vous pouvez choisir un personnage qui a aucun dommage sur lui, comme ça vous piochez juste une carte s'il y a besoin, et derrière c'est ultra versatile mine de rien. Alors le lieu, je suis pas sûr qu'en jaune-bleu on va jouer là-dessus, mais c'est quand même un beau gros soin dans l'archétype jaune-bleu, où on sait qu'avec des grands pabis et des réponses qui piochent sur les dégâts soignés, ça peut faire des choses très intéressantes, donc un bon ajout parce que de base c'est une bonne carte, mais en plus dans l'archétype en question, ça peut être très efficace. On enchaîne avec du jaune-gris, le Embrassier, le Steel Song va-t-il avoir de nouvelles cartes? Eh bien, pour être honnête, pas tant que ça. Alors, on va commencer avec Rhino, c'est très simple, pour 6 non ancrables, 4, 7, 2 de l'or, vos autres personnages gagnent plus de vie. Bon, la vie dans l'Arcana, c'est quand même une très bonne stat. Donc le petit Rhino, là, gagner plus de vie à tous les autres personnages, c'est pas mal du tout. Ça rentre pas en Steel Song, mais ça peut créer peut-être des archétypes du genre avec des personnages remparts, du genre avec Petit Jean et des mousquetaires, bref. Ça peut commencer à faire des choses assez intéressantes derrière, de leur donner tous plus de vie, surtout si vous leur donnez des résistances et tout derrière, il y a vraiment des choses à faire, c'est sûr. À côté de ça, on a Penny. Penny, la maîtresse de Volt,
Pour 2, une 1-2-2 de l'or, ce qui est déjà des stats pas déconnantes avec une bonne capa, et la capa est pas mauvaise parce que quand vous jouez ce personnage, on peut choisir un personnage, on le soigne de 2, et il gagne résistance plus 1 jusqu'au début de notre prochain tour, donc on s'en en profite pendant notre tour et pendant le tour adverse. Donc un petit soin pratique en plus, le problème c'est que dans le duo de couleur en question, c'est pas forcément le duo de couleur où les soins sont si efficaces. On préfère laisser les dommages pour qu'une réponse derrière pioche beaucoup de cartes, et de manière générale, il n'y a pas tant d'ajouts que ça, on va dire, dans l'idée. Après, à voir, avec des remparts à côté, peut-être que c'est une bonne carte à jouer dans le fameux deck rempart, justement. Elle a 2 de l'or, elle va soigner et donner résistance à des personnages qui ont rempart et des boosts derrière. Donc, à voir. À côté de ça, on a Volt pour 5 ancrables, une 3-5 de l'or avec un Alter 3, parce qu'on a des plus petits Volt qui pourront être joués avant. Chaque fois que vous redressez ce personnage, pour chacun de vos autres personnages sans dommage en jeu, gagnez un éclat de l'or. Et là, ce qu'on a vu avant en termes de soins et en termes de résistance, ça prend tout son sens. Parce que justement, si vous avez des personnages qui sont non endommagés, vous allez gagner un paquet de l'or et donc vous pouvez gagner de l'or passivement juste en spammant le board de personnages. Et Volt, vous l'envoyez à l'aventure et si jamais il a encore en vie derrière, tous les personnages encore intacts vont vous générer du lore. Après attention, l'Arcana n'est pas un jeu où on génère du board. Donc on va pas non plus gagner des 1000 et des 100 avec ce Volt, mais si jamais il gagne 1 ou 2 de l'or en plus à chaque tour, c'est déjà quand même un personnage qui va l'aurer à 3 ou 4 dans l'idée, donc c'est pas mal. Et en plus de ça, il a un petit truc pour gérer les illusions du nouveau set. Je rappelle que les illusions, la plupart du temps, ce sont des personnages qui, ont vanish et du coup, qui vont se faire bannir dès qu'ils vont pouvoir être sélectionnés par une capacité de l'adversaire. Donc Volt pourra gérer ça en plus, donc pourquoi pas. Je pense que c'est plus du lore qu'une vraie capacité de méta, mais c'est pas inintéressant. Et à côté de ça, on a le Troubadour, qui est une sorte de Ursula en mode Vanessa, mais un peu différent, parce qu'ici on a toujours le coup de 2 ancrable, mais plutôt qu'avoir une 1-4 Méloman 4, on a un 1-3 Résistance 1 Méloman 4, ce qui, de base, pourrait être plus intéressant, parce que ça veut dire qu'il peut aller attaquer des trucs en face, ou que c'est plus dur de venir le gérer avec de multiples attaques. Le défaut, c'est qu'il ne peut pas avoir jusqu'à 3 dégâts sur lui pour être soigné par réponse derrière. Donc dans des decks qui peut-être un jour ne joueront plus réponse, ce qui me paraît difficile tellement la carte est bonne, cette carte là sera vraiment pas mal, parce que du coup Ursula aura beaucoup moins d'intérêt. Mais en attendant, c'est pas ouf. On enchaîne avec le violet vert, l'améthyste émeraude, avec des capacités un peu à droite à gauche, il n'y a rien qui va vraiment aller dans le même sens, mais bon, on va en parler. On va commencer par Cusco à gauche. Pour 4 non ancrables, c'est une 2-2 de l'or avec un saisissable, ce qui de base est sympa parce qu'il va pouvoir partir à l'aventure tranquillement sans avoir peur de se faire gérer par l'adversaire. Il faudra le gérer avec d'autres actions. Et au début de votre tour, choisissez entre chaque joueur pioche une carte ou chaque joueur défausse une carte. Ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait avant la ready set draw, donc c'est d'abord on redresse, puis on fait les effets de début de tour, puis on pioche. Et donc on va faire ça avant la pioche. Donc si jamais nous on n'a pas de carte en main et que l'adversaire en a, on a tout intérêt à le faire parce que lui il va défausser une carte et pas nous. Si jamais les deux ont un même nombre de cartes en main, auquel cas peut-être que la pioche vaudra plus le coup, de toute façon vous aurez le choix là-dessus, mais ça rentre dans un archétype intéressant parce que si vous avez peu de cartes en main, vous pouvez vouloir défausser, ou même si vous avez beaucoup plus de cartes en main que votre adversaire, vous pouvez avoir envie juste de lui défausser ses cartes en main pour essayer de l'amoindrir à ce niveau-là, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs il fait des choses intéressantes, mais ça devient plus intéressant avec Kronk, parce que Kronk, pour 5 non ancrables, 4-4 de l'or, si un effet devait vous faire défausser une ou plusieurs cartes, ne les défaussez pas. Et là, je pense à toutes les cartes en verte qui vous font piocher puis défausser des cartes, dont je me souviens plus le nom là tout de suite instantanément. Et bien mine de rien, c'est de la pioche sèche, et du coup ça devient super intéressant. Tous les effets qui font défausser des cartes aux deux joueurs ne marchent pas, typiquement le Cusco d'avant, l'adversaire défausse, mais pas vous. Donc ça devient super intéressant en combo, entre guillemets. À côté de ça, hors d'atteinte, 4-4 de l'or, donc c'est pas si simple à les gérer. Donc mine de rien, c'est pas tant une carte qui est forte contre les decks défausses, même si contre les decks défausses, tu joues contre, t'es en mode amuse-toi, 4-4 hors d'atteinte pour un deck vert gris ou des trucs comme ça, c'est horrible à gérer. Donc là, l'adversaire regarde toutes ses cartes de défausse, il fait ça marche plus. Et à côté de ça, en plus, vos propres cartes qui ont des effets de défausse ne le font plus, donc il y a vraiment de grandes choses à faire avec ça. Pour 7, une Isma au-dessus de tout, 3-8 de l'or, Alter 5, il y a des Isma en violet et vert, il y en a plein, c'est pas le problème. Insaisissable, encore une fois, on commence à avoir pas mal de gros personnages insaisissables, c'est assez marrant. Chaque fois qu'un autre personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, puis ce joueur se défausse une carte au hasard. Attention, ça fonctionne sur vous, c'est-à-dire que si votre personnage
est banni, vous le remontez dans votre main et vous redéfaussez une carte au hasard. Mais si vous avez Kronk, vous le défaussez pas. Vous voyez un peu l'idée, c'est qu'en fait, tout ce set de cartes est basé entièrement sur le fait que Kronk est présent en jeu pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Et donc, bah, clairement, ça fera des choses sympas, mais ça arrive quand même tard dans la partie, il faudra pas non plus trop traîner, j'imagine. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que face à l'adversaire, et ben, s'il n'avait aucune carte en main, vous pouvez bannir son personnage directement, ça change rien. Mais s'il avait des cartes intéressantes en main, vous pouvez peut-être essayer de bannir les autres cartes que le personnage que vous venez de bannir. Donc il faudra bien cibler quel personnage vous bannissez, dans quel ordre, etc. Mais il y aura des trucs à faire là-dessus. Maintenant ça me paraît un peu cher et un peu late game en vrai. Et bien que je vois l'idée, est-ce que ça gagne tant que ça pour un personnage à 7 ancrable? C'est chaud. Et à côté de ça, on a un petit Diablo pour 2 ancrables, 1-2, 1 de l'or, insaisissable, offensif 2, donc il pourra faire du lore tranquillement. En cas de besoin, il pourra aller attaquer quelqu'un. Bon, rien de plus à dire, ça sera un alter en plus pour le Diablo, mais Diablo, le gros Diablo A3 n'est pas forcément joué en violet vert. Il y a d'autres moyens de piocher beaucoup plus simples en violet vert, on n'a pas besoin de Diablo alter. Et du coup, bah faudra voir. Je sais qu'il y a une maléfique qui joue des trucs, il y a des Diablos, il y a peut-être des trucs à faire, voilà, dans le combo maléfique Diablo, vu que c'est un peu des cartes violet vert dans l'idée. Il faudra voir. Là, tel quel, je suis pas forcément emballé pour le violet vert. Alors que le violet rouge, le violet rouge, il y a des trucs intéressants. On va commencer par Mergotel, parce que violet rouge, c'est très simple, ils se sont dit, bon, violet rouge, on en a marre de voir des mime renards, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster l'archétype, je mets des dégâts sur mes personnages, puis je les déplace sur les personnages adverses. Et pour ça, on va avoir pas mal d'effets qui tournent autour. On commence par Mergotel, chaque fois que l'un de vos personnages défie, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de son choix. Donc déjà, on a un moyen très simple de pouvoir renvoyer des dégâts adverses, parce que c'est quand l'un de vos personnages défie. Mergotel, elle a même pas besoin de défier, elle a juste besoin d'être là sur le board. Vos autres personnages défient, et ensuite vous déplacez les dégâts sur les autres adversaires, etc. Donc un moyen simple de bouger leurs dégâts. Encore une fois, je pense à Mulan qui arrive en jeu avec des dégâts, à la bête qui arrive en jeu avec des dégâts, à Mergotel qui arrive en jeu avec des dégâts. Donc il y a pas mal de choses à faire. À côté de ça, on a Hades. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, vous choisissez un personnage coûtant 3 ou moins et bannissez-le. Alors, pour un tour 6, c'est un peu de dommage. Il entre un peu en compétition dans un sens avec des personnages comme Madame de Trémène ou alors avec Madame Médusa. Parce que c'est un personnage qui va en bannir un autre. Sauf que là, il faut mettre 2 dégâts sur un de vos autres personnages. Et le personnage que vous bannissez, c'est un personnage qui coûte 3 ou moins. C'est rarement les personnages qu'on a envie de bannir. À côté de ça, il a de très bonnes stats et de l'or. Et donc voilà, vous mettez des dégâts et surtout vous mettez des dégâts. L'idée de ce deck, c'est que vous mettez des dégâts pour les transférer derrière. C'est bénéfique de mettre des dégâts dans ce genre de deck. Encore une fois, je pense à des personnages comme la Belle Mystique qui peut transférer 2 dégâts d'un personnage à un autre. Donc il y a des trucs à faire. Et on a Madame Médusa dans l'archétype. Chaque fois que ce personnage, et c'est moi qui l'ai révélé d'ailleurs, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dégâts. Si vous le faites, choisissez un joueur, il place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa défausse. Alors, l'idée c'est que déjà pour 4 ancrables, une 3-4, 1 de l'or, vous pouvez mettre des dégâts sur vos personnages, donc encore une fois c'est bénéfique parce que vous allez pouvoir faire des trucs derrière de ces dégâts, les renvoyer sur les adversaires. Et mettre les 3 premières cartes de sa pioche dans sa défausse, en fait en rouge on a pas mal maintenant d'effets qui permettent de récupérer des actions de la défausse, ou même dans d'autres couleurs, mais là bon c'est forcément violet rouge. Et du coup, récupérer des cartes de sa défausse peut devenir intéressant pour vous. Soit vous cherchez à mener l'adversaire, mais bon, violet rouge ne sont pas forcément les bonnes couleurs pour le faire. Soit plutôt vous mettez des cartes dans votre défausse pour les récupérer derrière avec d'autres personnages qui vont pouvoir jouer là-dessus. Ça peut être très intéressant. Et pour finir, la terreur élémentaire, TK pour 10, 12, 12, 3 de l'or. Ce sont les plus grosses stats du jeu et elle a dépassé Dingo, Dagon Chevalier qui était 10-10. Maintenant on a une 12-12, tout va bien. Alter 7. Et durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse devient épuisé, bannissez-le. C'est que pendant votre tour, donc il faut avoir des cartes qui inclinent les personnages adverses. Ça tombe bien en violet, il y en a plein. On a même la Ana qui incline tout le board adverse. Donc Ana plus TK égale je rase le board adverse. Ce qui paraît très intéressant dans l'archétype. Maintenant, quitte à incliner les personnages adverses, je ne sais pas si j'aurais fait ça en violet rouge, j'aurais peut-être fait ça dans d'autres archétypes. Mais en tout cas, c'est pas inintéressant comme façon de fonctionner. Elle a un alter 7, le problème c'est que je crois pas avoir vu de TK si intéressante que ça à jouer avant. Il y en a, mais elles sont pas forcément si fortes que ça. On enchaîne avec le violet bleu, le Améthyste, Saphir, où on a clairement un combo Anna, Elsa, Reine des Neiges, tout ça qui est très intéressant. On va commencer justement
par la Hana pour 4 ancrables 2-3 de l'or soutien, ce qui ne sont pas des mauvais stats de base. Mais quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. Mine de rien, c'est pas inintéressant parce que des fois l'adversaire il compte sur un personnage pour pouvoir s'en servir le tour d'après. Bah là, de dire non, 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 lui il reste comme ça et j'ai un tour de plus pour le gérer ou juste déjà pendant ton tour tu t'en serviras pas. Bah c'est pas mal, hein, des petits Flavor Shine, des petits trucs comme ça qui ne se redressent pas, ça fait toujours plaisir. Et à côté, on a une Elsa Alter 4, qui est un alter assez tôt parce que mine de rien, on est sur une carte à 7 qui alter à 4, donc 3 de coups de moins, ce qui est pas mal. Pour 7 non ancrable, une 5-5 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Donc déjà, vous épuisez les personnages à chaque tour, ce qui est très intéressant. Et si vous le faites et que vous avez un personnage Hana en jeu, le personnage soigné ne se ne redresse pas au début de son prochain tour. Donc c'est une méga inclinaison qui peut se faire de manière très très simple. Mais donc à côté de ça, eh bien, il faudra un peu voir comment ça marche. Et je crois que vous avez des notifications de petites choses qui se passent. Donc je vais faire un tout petit cut pour couper les dites notifications. Et oui, les aléas du direct, hein, évidemment, les aléas de l'enregistrement de vidéo. Donc on en était sur cette fameuse Elsa. Elsa donc qui est plutôt quand même bien sympathique dans l'idée. Mais voilà, le problème c'est qu'on va la comparer à la Elsa 8 qui certes alter beaucoup plus tard. Mais qui est beaucoup plus efficace dans le même archétype. Donc est-ce qu'on va jouer cette Elsa là en plus? Je ne suis pas si sûr, on va pas se mentir. À côté de ça, on a un petit Sven qui pour 5 en crabe, c'est une 2-6-1 de l'or, charge. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui subit moins 3 d'attaque pour les autres tours. Donc Sven qui pourra gérer des personnages sans prendre trop de dégâts derrière, ce qui n'est pas inintéressant dans l'idée à la base. Le problème, c'est que faire une charge à 2, c'est pas grand chose. On aurait préféré qu'il soit offensif par exemple, et là il aurait pu commencer à faire un peu mal le tour où il arrive. Bon, pas si ouf que ça le Sven, je pense pas qu'il se rejoindre les decks, ou alors il faudrait vraiment des archétypes très spécifiques, et là j'ai pas d'idée d'archétype où ça peut rentrer en jeu maintenant. La quatrième carte qui est un peu plus intéressante, c'est Merlin pour 1 ancrable, une 0-1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, nommez une carte et révélez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, placez-la dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc un combo évident avec la cabane de Merlin qui fait que les joueurs ont en permanence la carte du dessus du deck révélée. Donc Merlin, vous le posez tour 1, vous posez tour 2 la cabane de Merlin et du coup Merlin peut partir à l'aventure et directement vous mettre une troisième encre en jeu. Vous commencerez le tour 3 avec 3 d'encre, donc potentiellement 4. Bref, ça peut être très sympa. Ça peut être un Merlin qui va alter derrière sur le Merlin qui permet de chercher la carte de son choix dans son deck. Donc on renforce un peu l'archétype violet-bleu en mettant un Merlin en plus. C'est pas inintéressant maintenant. Bah voilà, ils ont fait deux choses un peu différentes avec les cartes, donc faudra voir si quelque chose en ressort. On enchaîne avec le violet gris. Et autant vous dire que je suis satisfait, j'ai tellement envie de tester les cartes qu'on nous a données. On commence avec le Jafar. Je peux pas commencer avec autre chose que Jafar, évidemment. Jafar pour 4 en crabe, de 4 de l'or. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois qu'un de vos personnages illusion est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Alors maintenant qu'on a vu toutes les cartes dispo du set, les illusions, il n'y en a qu'en violet et elles sont pas toutes intéressantes. On va pas se mentir, ce Jafar là, ça va être un peu dur de le jouer. Il faudra voir les prochains sets avec de prochaines cartes. Après, dans l'idée, ça reste un Jafar sur lequel on peut faire un alter. Il a 2 de l'or, il a des bonnes stats, il a 4 de vie, ce qui est une bonne base pour alter. Parce que tous les autres Jafars sur lesquels on veut alter, ils n'ont pas 4 de vie, sauf ceux qui sont violets, mais ils sont dégueulasses. Bref, vous avez un peu l'idée. Et derrière, à côté de ça, bah voilà, l'illusion qui est clairement la meilleure des illusions qu'on a vues pour l'instant. Le Cobra géant. Les illusions ont donc quasiment toutes le mot-clé vanish en français sera donc dissipation. L'idée c'est que lorsque l'adversaire choisit ce personnage avec une action, on le bannit. Donc d'abord on fait l'action, puis on le bannit. Et l'idée c'est que bah voilà, pour 3, 4 cartes, 1 de l'or c'est très bien. En plus quand on joue ce personnage, on peut défausser une carte pour gagner 2 de l'or. Donc la chèvre en fait c'est déjà un peu nul entre guillemets parce qu'on peut faire des mimes sur des cobras géants qui certes défaussent des cartes de notre main, mais bon en violet gris c'est pas trop un problème. Si on veut piocher beaucoup, on peut piocher beaucoup. Et donc derrière, bah voilà, vous gagnez du lore, donc bah vous allez faire des mimes sur des cobras qui vont gagner de l'or à chaque fois et ça va être incroyablement relou à gérer pour l'adversaire. À côté de ça, on a un peu d'autres archétypes. Bon déjà on a un Mufasa, alors ça me fait un peu plaisir d'avoir un Mufasa parce qu'il est assez cool en termes d'illustration. Mais en effet une game, il n'y a rien qui est incroyable, c'est juste des mots-clés. Hein. Pour 5-7 de l'or, Alter 5, donc quand même au tour 5, une 5-7 de l'or c'est un peu embêtant, mais ça gagne pas si vite que ça et ça fait pas si mal que ça non plus. Le fameux effet je suis entre deux chaises et je sais pas trop quoi faire. Insaisissable et résistance 1, donc il est très dur à gérer. L'insaisissable, il peut gérer l'insaisissable, mais bon, pas si fou que ça malheureusement. Point positif de ce Mufasa, il peut trade Maui et ne pas être banni dans l'occasion, ce qui est vachement intéressant. Et pour finir, restaurer la couronne, ça coûte cher, c'est pas une chanson, 6 non ancrables quand même. On épuise tous les persos adverses, et à chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi ce tour-ci, on gagne 2 éclats de l'or. L'idée c'est, en Asie on a beaucoup de personnages qui peuvent avoir des bonnes stats et des effets du genre « Ah, si je te bannis durant un défi, je gagne du lore ».
ou juste des bonnes stats. On a juste des bons gros tons. Bah du coup avec cette carte là vous épuisez tout le board adverse. Déjà ça permet de gérer les fameux hors d'atteinte, et ça va faire plaisir d'avoir ça, clairement, dans cet archétype. Et chaque fois que vos personnages bannissent, bah vous gagnez du lore. Donc l'idée c'est vraiment, je gagne la partie en rasant ton board, en faisant des défis. Et du coup ça devient assez intéressant. Le vrai défaut c'est vraiment ce coût qui est cher, ça veut dire qu'il faut déjà avoir le board au moment de la jouer. Et donc ça ressemble à du Windmore dans un sens parce qu'il faut avoir le board au moment de la jouer. C'est un peu tout le problème. Mais derrière vous gagnez rapidement, donc faudra voir. L'idée quand même de faire un board rempli de gros tons, c'est que c'est dur à gérer. Donc l'adversaire, bah vous avancez pas très vite en termes de lore, mais l'adversaire il peut pas trop vous gérer votre board. Bah là c'est un moyen de rentabiliser. Donc j'aime plutôt bien l'idée. Mais ça va être dur à jouer. On enchaîne avec le Émeraude Rubis, le vert rouge, qui encore une fois continue dans cette idée de vouloir jouer avec sa défausse. On commence par le Chapelier Fou, enfin sa défausse, et puis aussi de mettre des dégâts sur les personnages, ce qui est assez bizarre dans l'idée. En plus, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout là les cartes qui jouent dans la défausse. Je dis nimp. À la base, c'est un peu l'idée de vert rouge avec les Robins des Bois et les trucs comme ça. Et du coup, l'idée de vert rouge maintenant, c'est plutôt de mettre des dégâts sur le personnage et d'en profiter. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cartes qui font ce truc là, et là, on va essayer d'en mettre un peu plus. Par exemple, le Chapelier Fou, pour 6 ancrables, 3-5 de l'or, chaque fois qu'un personnage avec au moins un dommage défie un autre personnage, vous pouvez piocher une carte. Ça vaut pour vos personnages, ça vaut aussi pour les personnages adverses. Donc c'est un énorme moteur de pioche pour le vert rouge qui pourrait en avoir grandement besoin, vu que c'est deux couleurs qui piochent peu de base. Et l'idée c'est vraiment, vous endommagez les personnages adverses ou vous endommagez les autres, et du coup vous avez des bonus derrière. On a Tweedledee et Tweedledum qui viennent d'être révélés pour 5 ancrables 4-4 de l'or, et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage avec au moins un dommage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ça vaut pour les vôtres pour refaire les effets d'entrée de jeu, ça vaut pour les personnages adverses juste pour les remonter en main. Donc pas inintéressant, mais c'est quand même un peu compliqué de mettre ce fameux petit dommage qui commence le truc dans le genre d'archétype. Mais heureusement à côté, on a la fameuse Reine de Cœur pour 5 non ancrables, 2-6 de l'or, alter 3. Chaque fois qu'un autre personnage est joué, placez un dommage sur lui. Et donc, vos personnages auront les dommages pour activer vos capacités. En particulier en rouge, où on a des trucs voilà, où on a des personnages blessés qui ont des bonus. Et derrière, bah, surtout, vous pourrez avoir toutes les capacités qu'on vient de citer avec les personnages aussi adverses qui auront déjà des dommages sur eux. Et en vert, bah, les personnages qui ont déjà des dommages sur eux, vous avez un paquet de cartes qui peuvent faire des choses assez folles dessus. Donc, très intéressant, à noter que c'est placer un dommage sur lui et non pas infliger lui un dommage. La différence, c'est que ça passe au travers de résistance, donc c'est vachement bien. Derrière, on a Fidget 2-3 insaisissable 2 de l'or, donc chose sur qui vole, ça paraît logique. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un autre de vos personnages qui gagne un insaisissable jusqu'au début du prochain tour. On sait que vers rouge, il y a beaucoup d'insaisissables et que c'est justement un archétype de deck qui existe déjà. Là, l'idée, c'est que vos personnages qui ont besoin de partir à l'aventure pour faire des trucs, typiquement du genre Tweedledee, Tweedledum, ou si vous voulez envoyer le Chapelier Fou, faire des choses, et ben il sera insaisissable et donc difficile à gérer. Donc on a un début d'archétype, maintenant je pense pas qu'on a encore assez de cartes pour vraiment en profiter, mais ça va vers quelque chose, c'est pas inintéressant. On enchaîne avec Émeraude Saphir, et là, clairement, on a voulu booster l'archétype parce qu'il y a un paquet de trucs intéressants. On va commencer avec la carte qui lance un archétype en elle-même, le Geyser d'encre. Pour 3 non ancrables, les deux joueurs épuisent toutes les cartes de sa réserve d'encre, donc ça sera la dernière carte que vous jouerez ce tour-ci. Et ensuite, chaque joueur avec plus de 3 cartes dans sa réserve d'encre renvoie des cartes au hasard de sa réserve d'encre dans sa main, jusqu'à n'en avoir plus que 3 dans sa réserve d'encre. L'idée, c'est que pour 3, vous finissez votre tour, et vous dites à l'adversaire, eh ben on repart tous les deux à 3 d'encre. Ce qui me pose... Enfin, c'est une carte qui est excellente, évidemment, contre les decks bleus qui ont tendance à vouloir mettre beaucoup d'encre très vite en jeu, mais vous leur en donnez quand même beaucoup de cartes en main, ce qui peut être problématique potentiellement. À côté de ça, le truc c'est que... Comment dire ? Si vous jouez vous-même vert bleu dans le but de faire beaucoup d'encre dès le départ, bah le problème c'est que toute la tempo que vous avez gagnée en mettant des cartes en encre en pouvant jouer des plus grosses cartes plus vite, bah en fait vous la perdez, donc je suis pas forcément très fan. Il faudrait des decks vert bleu avec beaucoup de cartes qui coûtent pas cher et de dire à l'adversaire non mais en fait là on repart. Et à chaque fois voilà non mais on repart, on va rester à 3 d'encre mec, laisse tomber, on va rester à 3 d'encre toute la game. Et là ça peut devenir intéressant parce que bah vous allez pouvoir avoir vos personnages peu chers qui vont se battre contre des trucs peu chers en face. Donc ça peut vraiment casser des decks qui cherchent à monter très très haut. Et c'est pour ça que je dis que ça crée un archétype à lui-même, c'est que parce que pour cette carte soit efficace, il faut qu'elle soit dans un deck précis. Donc on va voir si jamais ça fait quelque chose. À côté de ça, en vert bleu, on a mis énormément de choses pour jouer sur les alters.
On va commencer par Baymax tout simplement, qui est alter universel. Donc c'est vraiment l'idée de l'armure qui vient entourer quelqu'un. Et donc Baymax alter universel, on peut l'alter sur n'importe qui. Pour 6 non ancrables à la base, c'est une 5-5 de l'or. Donc clairement, si vous la jouez, c'est nul. Si vous la jouez sans alter, c'est vraiment nul comme stat. Mais si vous la jouez en utilisant sa capacité terre, vous retirez tous les dommages présents sur lui. Ça bon, c'est vachement bien parce que du coup, si le personnage était un peu blessé avant, vous lui donnez une seconde vie pour 4 en transformant 5-5 de l'or. Donc c'est pas incroyable en termes de stats, mais c'est pas inintéressant. À côté de ça, vous avez Yokai qui clairement va jouer aussi là-dessus. Jouer des personnages via leur capacité alter vous coûte 1 de moins. Et encore une fois, Morph dans cet archétype va être incroyable. Parce que le fait d'avoir des alters grâce à Morph qui coûte 1 de moins, ça peut vraiment casser la game. Et donc on va, je suis sûr, trouver des moyens très efficaces de pouvoir profiter de Yokai et de Morph et de plein de choses comme ça. Baymax, encore une fois, alter universel pour 3, quand tour 3 t'as une 5-5 de l'or qui t'attaque, ça fait un peu mal quand même. Et on enchaîne avec Hiro Hamada pour 7, 4-6-3 de l'or, alter 5, donc qui peut être moins potentiellement avec Yokai ou qui peut alter sur Morph encore une fois. Vos personnages Floodborn, avec une carte sous eux, donc qui ont été alter, gagnent insaisissable et hors d'atteinte. Ils vont être méga chiants à gérer. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que c'est pas vos autres personnages. Si ce Hiro Hamada, vous l'avez alter sur un autre Hiro ou sur Morph, il est lui-même insaisissable hors d'atteinte. Tour 5, vous avez une 4-6 insaisissable hors d'atteinte, 3 de l'or. C'est très fort, c'est horrible à gérer. Et vu qu'il coûte 7, il peut chanter un paquet de trucs relous s'il y a besoin de chanter des trucs relous. Et s'il y a Yokai, il peut arriver tour 4. Vraiment, ce Hiro Hamada vend du rêve dans l'idée. Maintenant, il faudra voir. En théorie, ils vont du rêve. Maintenant, il faudra voir en pratique si jamais il est si fort que ça. Mais ce Hiro Hamada, en vrai, vraiment, je pense que Vert Bleu, là, ils viennent de relancer l'archétype avec ces 3 cartes-là. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Gézarang sera un deck particulier, mais le deck alterne dans tous les sens. Avec Morph, avec Baymax, qui gagne insaisissable hors d'atteinte. Genre, c'est déjà pas assez fort d'avoir des personnages cités tôt dans la partie, il faut qu'en plus ils aient insaisissable hors d'atteinte. Vraiment, ça va être ultra relou. Quand l'adversaire, le seul moyen de gérer votre board, ça sera de jouer Soyez prête. Bah, tout le monde ne joue pas Soyez prête. Ça va être relou. On enchaîne avec Vert Gris. Vert Gris qui va avoir un petit peu un archétype sur les pirates. Et un petit peu sur les dégâts. En général, comme d'hab, on met toujours un petit peu de dégâts par-ci par-là en Vert Gris. Il y a des trucs assez sympathiques. On commence avec Pat en haut à gauche pour 6 ancrables, une 5-5 de l'or, alter 4. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons, et vos personnages pirates gagnent résistance 1. Donc lui-même, dès qu'il est incliné, gagne résistance 1. L'adversaire peut pas chanter, il y a des archétypes, on le sait, ça les défonce de pas pouvoir faire ça. Il a un alter 4, donc potentiellement il peut arriver tour 4, donc très intéressant d'avoir ça dès le tour 4, qui s'incline et qui fait son effet. Vraiment pas mauvais dans l'idée. On a, ah oui, en plus il donne résistance 1, donc aux mouches, etc. Évidemment, c'est super cool. On a Robotique en costume. Pour 4 ancrables, une 4-3-1 de l'or, résistance 1. Et ce personnage peut défier les personnages redressés s'ils ont moins 1 dommage. Ça tombe bien, en gris, on a des facilités à mettre de dommages sur les personnages adverses. Donc si vous jouez des anses, si vous jouez des allumer les mèches, des trucs comme ça, il pourra attaquer les personnages redressés. Et c'est cool qu'on ait de plus en plus ce genre de capacité parce qu'on l'a vu, les hors d'atteinte, il faut avoir de quoi les gérer. Même si pour leur mettre le premier dégât, ça va être un peu plus compliqué. On a un Monsieur Mouche pour 3 non ancrables, un capitaine efficace qui a un paquet de mots-clés, mine de rien, méchant pirate capitaine. 3-3-1 de l'or, chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un personnage pirate et le redresser. Peut-être pour le réutiliser derrière ou refaire des capacités, c'est pas inintéressant. Maintenant, il faut jouer des chansons qui ne sont pas des actions qui ne sont pas des chansons. Ça me fait un peu penser quand même au fait que Allumer les mèches, depuis le 7-1, on a un personnage qui le récupère dans la défausse, le fameux capitaine crochet qui est pas si ouf, qui est non ancrable, mais qui récupère Allumer les mèches. Donc peut-être que ça pourrait commencer à faire un vrai archétype pirate où on récupère des actions, qu'on fait des trucs comme ça avec le côté vert, où on récupère des actions de la défausse qui ne sont pas des chansons et donc derrière d'ailleurs on peut faire des choses intéressantes, vraiment pas mal. Et pour finir, le bon gros John Silver pour 8, 6-4 de l'or. Jouer ce combat vous coûte 2 de moins si un personnage adverse a subi au moins 1 dommage ce tour-ci. C'est pas cumulatif, donc c'est juste que ce John Silver, on peut jouer pour 6, mais si jamais on a mis un dégât à l'adversaire. Il a résistance 1, donc virtuellement c'est une 6-5 minimum. Et à chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dégât
Donc justement, si vous jouez des allumer les mèches, si vous jouez des actions comme ça qui ne sont pas des chansons, des trucs qui récupèrent des cartes de la défausse, des improvisés, des petites actions qui piochent par exemple, ça peut être super intéressant de pouvoir les rentabiliser, de mettre des dégâts en plus, d'autant plus que l'archétype vert-gris, c'est l'archétype où justement, à la base on veut du gris pour mettre des dégâts sur l'adversaire pour profiter de toutes les cartes vertes qui ont des bonus sur les personnages blessés. Là, clairement, ce Dawn Silver rend ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus viable. Je serais très curieux de voir ce qui va être joué parce qu'en plus, évidemment, il a des traits Alien, Pirate, Captain. Il y a des trucs à faire. Il nous reste plus beaucoup de bicolorité, mais on va enchaîner avec celle qui va être la plus redoutable sur ce set, encore une fois, sûrement. Et même pas forcément à cause des cartes qu'on va voir maintenant, mais à cause d'autres cartes bleues qui sont très très efficaces. Mais on parle que des bicouleurs ici. On va parler de Ruby Saphir. On commence directement avec la machine de Maurice. Pour 3 non ancrables, lorsque cet objet est banni, vous pourrez envoyer une carte objet coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Vous jouez la machine, vous la bannissez avec un effet, typiquement Flavorsham, et vous récupérez une glace à l'eau, vous pouvez la jouer derrière. Bref, plutôt très efficace. Maintenant, je pense que ça sera plus dans un deck full objet avec des ateliers de Maurice et des trucs comme ça, que dans les decks rouge-bleu un peu classiques. À côté de ça, on a Belle, et la Belle, elle déconne 0. Déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a tellement de texte sur la carte qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre le texte d'alter, donc on commence à avoir des cartes avec beaucoup d'effets quand même, donc on voit que le jeu évolue en termes de complexité petit à petit, mais ils font ça dans la douceur et c'est une très bonne chose. Pour Neufle ancrable, c'est une 7-7-3 de l'or avec un alter 7, on disait. Jouer ce personnage en utilisant ses capacités alter vous coûte 1 de moins pour chaque carte objet dans votre défausse, donc si vous avez cassé beaucoup d'objets, via les effets différents dont on vient de parler, via des Flavorsham, et ben mine de rien, Belle, elle va coûter beaucoup moins cher à alter et arriver beaucoup plus tôt en jeu avec ses 7-7-3 d'or, ça va être une purge. Mais en plus, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes objets de votre défausse sous votre pioche pour gagner un éclat de l'or par carte placée ainsi. Donc ça veut dire qu'elle peut faire jusqu'à 6 de l'or si vous avez vraiment cassé beaucoup d'objets, c'est très très fort et très très dur à gérer derrière. On a la bête qui justement va aider à casser les objets, même si jamais la rentabilité n'est pas forcément si folle que ça. Pour 6 non ancrables, 5-5 de l'or, on peut l'incliner et bannir 2 objets pour choisir un personnage et lui mettre 5 dégâts. Bon, c'est un peu rigolo, mais on a, on a une action qui fait ça pour seulement un objet. Là, bannir 2 objets, je pense que c'est un peu too much quand même. Mais pas inintéressant dans l'idée que si jamais on veut vraiment jouer beaucoup d'objets et avoir beaucoup de moyens de les bannir, ça peut être très fort. Et enfin, les Raptous pour 4 ancrables, une 3-3 de l'or. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un de vos personnages qui gagne charge et résistance plus 1 pour reste de ce tour. Donnez charge en partant à l'aventure, c'est très très fort évidemment. Vous jouez ces Raptous tour 4 et du coup au tour 5, le personnage que vous jouez pourra gagner charge et résistance plus 1 tout en faisant de l'or. C'est très efficace. Il faut un deck particulier, je pense, pour que ça marche vraiment bien, mais donner charge de manière générale, c'est très très fort. De pouvoir jouer directement le tour en arrive, c'est très très fort. Et donc avec ça, on pourra faire des choses plutôt intéressantes à mon avis. Avant-dernier duo de couleurs, on va passer sur le rouge-gris, qui lui aussi a eu des cartes vraiment pas mal. On va commencer par celui qui rend l'archétype complètement viable, entre guillemets à mes yeux, c'est Mouchou. Mouchou qui enfin est dans l'Arcana, c'est pas trop tôt, mais vous noterez que le design de sa tête est un peu différent pour éviter les droits d'auteur, tout ça, il y a toutes des histoires par rapport à tout ça. C'est un dragon, enfin, Mouchou en dragon évidemment, pour 5 ancrable 4-4-1 de l'or. Chaque fois que l'un de vos personnages défie gagne résistance 2, donc déjà il rend vos personnages beaucoup plus résistants au fait de défier les adversaires, mais en plus, durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Donc non seulement il les rend plus résistants, mais en plus il vous donne votre win condition quand vous le faites. Il suffit maintenant d'avoir des personnages qui défient les personnages redressés, et c'est tout bénef, et ça tombe bien parce que justement on a Mulan en haut à gauche, pour 7 ancrables 5-6 2 de l'or, alter 5 insaisissable, donc elle sera embêtante à gérer et elle pourra gérer facilement les trucs adverses. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent, ce personnage peut défier les personnages dressés pour le reste de ce tour. Et là du coup tout de suite ça devient beaucoup plus fort parce que tout votre board peut défier le board adverse. Et là du coup avec Mouchou, avec des trucs comme ça va faire beaucoup de points gagnés en faisant juste des défis, ce qui est un peu le but de rouge-gris à la base. À côté de ça, on a Li Sheng pour 3 non ancrables, 2-3, 1 de l'or. Il peut défier des personnages redressés de base et il coûte pas cher. Et il a les bonnes stats pour le faire, mais en plus, si ce personnage a au moins 1 dommage, il gagne 2 d'attaque. Pour moi, l'idée c'est que Li Sheng il va attaquer un personnage tout nul d'en face, tour où il arrive. Comme ça, il va prendre son petit dégât et avoir le boost d'attaque derrière. Et du coup, il pourra embêter les plus gros personnages derrière, faire 2 attaques. Et potentiellement gagner des points avec Mouchou s'il arrive en jeu entre temps. Bref, très intéressant. Et à côté de ça, on a un petit Denai qui est pas si intéressant parce que pour 3, on a une 3-2 résistance 2, ce qui est mieux que 3-4 à la base. Mais en échange, il a combattant et du coup, bon,
il va pouvoir gérer plein de petits personnages plein de fois, mais 4 dégâts, c'est un truc qui arrive assez rapidement, et du coup 4 dégâts c'est fini, et du coup Denahi ne vend pas du rêve malheureusement. Et on finit sur le fameux Saphiracier qui reçoit un paquet de bonnes cartes et un nouvel archétype avec les personnages alliés. Je vous montre ça tout simplement. Bon, déjà, on a Dame Gertrude. Faut qu'on en parle en bas à gauche. Les decks bleu-gris qui jusqu'à maintenant jouaient Shenpo pour avoir un bon rempart au tour 5. Pour épauler, entre guillemets, ce bon vieux Big Ben. Et ben là, pour 5 ancrables, on a une 2-7 rempart hors d'atteinte. Alors, elle fait un peu moins mal que Shenpo, mais elle est infiniment plus dure à gérer. D'autant plus si jamais l'adversaire n'a pas géré votre Big Ben et que du coup Dame Gertrude à côté, bah, elle a résistance 1 à cause de Big Ben, ça va être une purge à gérer. Mais c'est d'autant pire que ça pourrait être joué en combo avec Dame Marianne. Dame Marianne pour 4 ancrables, c'est une 3-3 de l'or, une princesse et un héros. D'ailleurs intéressant qu'elle soit héros. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois qu'un de vos personnages alliés, comme Dame Gertrude par exemple, subit des dommages, choisissez un personnage adverse et inflige-lui un dommage, donc ça met des dégâts sur l'adversaire, et c'est pendant votre tour, et ce qui est très marrant, c'est que bah, c'est pas de l'interruption, entre guillemets, parce que l'adversaire le voit, mais les gens qui disent que dans leur cana, on fait pas d'action pendant le tour adverse, et ben voilà, jouez Belle Marianne, vous aurez l'impression de jouer pendant le tour adverse. Et en plus de ça, vos personnages Dame Gertrude gagnent résistance plus 1, donc la Dame Gertrude qu'on vient de voir, évidemment avec résistance 1, que ce soit de Big Ben ou de Belle Marianne, c'est très très fort, mais si en plus elle a la Belle Marianne à côté qu'elle protège, Belle Marianne qui pourra partir à l'aventure vu qu'il y a un gros rempart dur à gérer à côté, la combo est vraiment très très forte. À côté de ça, Hey pour 5 ancrables, 1-5, c'est un allié lui aussi, la résistance 1, donc une 1-6 virtuellement, 2 de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, placez toutes les cartes de votre main dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc d'un coup, vous allez avoir plein d'encre. Par contre, j'espère que vous avez de la pioche derrière, j'espère que vous avez pioché votre réserve bleue, parce que sinon, ça va être un peu la mouise. Pas inintéressant, mais ça va être très dur de jouer avec, je pense. Et pour finir, une Jasmine pour 5 non ancrables, 3-5 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous n'avez aucune carte en main, piochez une carte pour chaque personnage allié que vous avez en jeu. Bah du coup, pas forcément besoin de rêve bleu si vous avez Jasmine et Dame Gertrude et Hey et d'autres alliés potentiels. Et que du coup, vous allez piocher beaucoup de cartes à chaque fois qu'elle part à l'aventure. Le but, ce sera ensuite de vider sa main et de recommencer, donc plus en forme d'arrêt, etc. On met beaucoup d'encre et on joue de plus en plus des cartes. Et elle sera protégée avec les nombreux remparts qu'on peut maintenant avoir en Saphiracier. Saphiracier, clairement, dans le 7-7, ça va être quelque chose, j'ai l'impression. Et voilà pour toutes les cartes bicolores dans une vidéo qui dure moins d'une heure. Je suis assez fier de moi, mais là, j'ai vraiment besoin de boire quelque chose. J'ai la gorge sèche comme Jaja. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur les vidéos si vous avez envie de voir d'autres choses. N'oubliez pas le jeu concours. Si vous voulez participer, n'oubliez pas de dire la carte bicolore que vous avez le plus envie de voir dans le prochain set, ou plutôt que vous avez plus envie de jouer, que vous allez trouver la plus intéressante dans le prochain set. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se dit à mardi pour le mardi méta, et surtout on se dit à la semaine prochaine pour tous ceux que je verrai sur Cannes. N'hésitez pas à venir me voir, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, ciao tout le monde. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7RT à 10 jours du Lorscan Challenge. Ali la hyper son paroxysme, j'espère